Je représente aujourd'hui l'association de psychologues Psytroteur, qui est une association de psychologues qui a pour objectif de rapprocher le psychologue de la population. Parce qu'on s'est dit que la plupart du temps, les personnes n'ont pas l'habitude d'aller vers des psychologues. Et donc, vu que c'est un sujet qui n'est pas très connu, qui n'est pas très abordé, parce que quand on parle de santé mentale, il y a tendance à croire directement maladie mentale, folie, et on ne pense pas aux autres aspects que la santé mentale recouvre. Alors que la santé mentale est un élément important de la santé. Quand on parle de santé mentale, il est question de bien-être complet de l'individu, de telle sorte à ce qu'il puisse contribuer à son environnement, à sa communauté. Et donc, la santé mentale est au cœur de l'intégration d'un individu. Et donc, Psytroteur s'est dit, pour permettre à tout individu de sortir de ce qu'on va appeler la précarité mentale, donc de pouvoir avoir accès à des soins de santé mentale, d'avoir accès à un psychologue, peu importe où il se trouve, nous mettons sur pied une organisation de psychologues qui est prête à se déplacer, à aller vers la population. Donc on a l'habitude de faire des interventions assez partout, que ce soit à l'intérieur, que ce soit dans la sous-région. Dernièrement, on a une autre camp de santé mentale, enfin notre camp de formation de psychologues qu'on appelle le camp psy, qui a été fait au Mali l'an passé. Il a sa troisième édition, cette année on le relance encore, on fait une surprise sur le pays. On a organisé en Côte d'Ivoire il y a 2 ans, où on a invité des personnes d'autres pays, dont le Burkina, le Sénégal, le Mali encore une fois. Aussi, on a l'habitude de faire des interventions, par exemple, dans des quartiers, dans des écoles, pour permettre aux personnes qui ne voient pas souvent de psychologue de dire, voici un psychologue, qu'est-ce qu'il fait, comment mettre le doigt dessus. Alors, voici la brève introduction de Psytroteur. Ah oui, j'oublie de dire que Psytroteur est composé d'une dizaine de psychologues. Donc, on en a toujours pour pouvoir mettre à disposition. Et les champs d'intervention de l'association sont extrêmement variés, en partant des situations de handicap, de discrimination, aux situations de risque suicidaire, donc des situations extrêmes, le terrorisme et même les violences sexuelles. Alors, dans le cadre de cet atelier sur la santé mentale, pour les personnes atteintes d'albinisme, il est question pour moi de vous introduire aux enjeux de la santé mentale dans des situations dites de vulnérabilité. Et pas seulement de vulnérabilité physique, mais ce qu'on va appeler la vulnérabilité psychique. Au fur et à mesure qu'une personne va évoluer dans sa vie, elle va rencontrer différentes difficultés qui vont plus ou moins compliquer son parcours. Et donc, selon les difficultés qu'on va rencontrer, elles vont nous forger en tant que personne. On peut être plus résistant ou moins résistante, selon les difficultés que nous rencontrerons tout le long de notre vie. Déjà, quand on va parler de vulnérabilité psychique, la question du handicap ou de l'atteinte va se poser. Parce qu'une personne qui va vivre un handicap ou qui va avoir une atteinte différente des autres va se sentir minimisée à cause d'un manque qui est perçu. Et donc cette perception du manque-là ne va pas rendre la personne moins efficiente, mais va plutôt lui proférer ce qu'on appelle des besoins spécifiques, des besoins particuliers. Donc, pour nous, il est question d'ici d'aborder la question de la vulnérabilité psychique comme une question de besoins dits spécifiques. Et donc, les personnes à besoins dits spécifiques vont recouvrir une grande catégorie. La catégorie la plus connue sont les personnes avec les troubles de l'apprentissage et les troubles neurodéveloppementaux dans lesquels on met le trouble du spectre autistique, les dyslexies et autres. Mais quand on parle de besoins spécifiques pour nous, en tant que psychologue, il est plus important d'étendre la notion à toute catégorie d'individus qui, non seulement va avoir une condition particulière qui n'est pas totalement beaucoup répétée dans la population, mais qui va demander à ce qu'on mette en place des moyens particuliers pour l'aider à s'accommoder. Et donc, une fois qu'on va mettre en place et qu'on doit mettre en place des moyens particuliers pour un individu, pour qu'il puisse fonctionner normalement et de façon optimale, sans que sa souffrance soit trop grande, pour nous, il est question ici de parler de besoins spécifiques. Et qui dit besoin spécifique, dit besoin d'adaptation, pas seulement de la personne, mais besoin d'adaptation de l'entourage. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de rencontrer ni de côtoyer. Alors, dans cette question des besoins spécifiques, il y a généralement 4 grands points qui sont touchés et auxquels les individus qui sont dans ces situations-là, donc de vulnérabilité, sont exposés. L'une des premières atteintes est l'atteinte dans la capacité à se lier aux autres. Le lien aux autres est beaucoup touché dans la mesure où on se dit cette personne-là est différente. Cette personne-là n'est pas comme les personnes qu'on a l'habitude de voir. Et bien évidemment, il y a cette réalisation de sa propre différence.
Donc, des mesures particulières sont prises dans le cas où il y a l'environnement qui n'est pas habitué. Et il y a la recherche aussi au sein de la famille, avec les amis et au sein de l'environnement, quelque chose de contenant qui pourra me dire, effectivement, je présente une différence, mais dans tous les cas, je reste un être humain. Donc le besoin de communiquer là aussi va se décliner sur différents aspects. Vous allez avoir des personnes qui vont effectivement adopter le retrait, adopter bien évidemment des conduites de surexposition, c'est-à-dire beaucoup se présenter pour qu'on sache qu'effectivement, elles aussi, elles sont capables d'agir, qu'elles sont capables de faire des choses. Donc vous allez avoir parfois des communications assez maladroites, qui sont parfois très retirées et qui sont parfois très violentes, mais qui ne sont pas volontaires. Ensuite, vous allez avoir une atteinte dans ce qu'on appelle la capacité à aimer ou à se lier aux autres. En tant qu'être humain, on a le besoin de se lier, de tisser des relations significatives avec d'autres personnes. Mais dans un cas de besoin spécifique, c'est assez compliqué au vu des adaptations qui sont nécessaires à prendre. Donc, les personnes ont l'habitude de se dire, ou de ce qu'on a l'habitude de voir, d'insister sur ce qu'on appelle une fonction de protection. Donc, on va essayer de surprotéger la personne en se disant que on ne peut pas lui permettre de faire telle activité car elle n'est pas adaptée pour ces différentes activités-là, alors que ce n'est pas forcément vrai. Cette fonction de surprotection-là va en réalité empêcher la socialisation. Parce qu'une personne qui n'a pas l'occasion d'expérimenter son environnement convenablement avec un support nécessaire n'a pas les ressources en réalité pour mieux traiter son environnement ni pour mieux intégrer les différentes frustrations. Et donc, à partir de l'atteinte de ces deux fonctions-là, de la communication, avec les capacités à aimer qui sont touchées, vous allez avoir des personnes qui vont déjà présenter des vulnérabilités dans leurs relations aux autres, dans leurs rapports, dans leur manière de se lier. Et quand vous ajoutez de la discrimination derrière, ce qui est souvent le cas quand une personne présente des besoins qui sont dits spécifiques et en situation de vulnérabilité, vous allez avoir une personne qui est beaucoup plus facilement atteinte par les troubles mentaux, notamment des troubles mentaux les plus connus comme les troubles dépressifs et les troubles anxieux. Mais il faut parler aussi de d'autres troubles mentaux qui sont, on va dire, un peu moins créatifs, comme des troubles de personnalité, notamment au niveau et aussi des troubles de dépendance affective. Vous allez avoir des personnes qui sont soit très collées, soit très retirées, ou des personnes qui se surimpliquent pour aider les autres, quitte à se sacrifier elles-mêmes, parce que c'est une manière de prouver qu'on a de la valeur. Et donc, la catégorie des troubles mentaux et de la santé mentale, c'est vraiment quelque chose de très large qu'on peut retrouver dans n'importe quelle conduite humaine. Et on va parler de souffrance mentale, on va parler de troubles mentaux. Quand, à un moment donné, l'individu n'est plus capable de fonctionner correctement, que ce changement de fonctionnement-là va faire souffrir et qu'on n'est pas capable de mettre en place des activités sociales, professionnelles, familiales, personnelles. Donc, je ne suis plus capable de faire ce que j'ai envie de faire. Je ne suis pas capable de mettre en place des activités de plaisir. Je ne suis pas capable de me lier convenablement aux autres, ni de travailler comme j'aurais souhaité travailler. Pas parce que c'est de mon propre fait ou de ma propre volonté, mais à cause de certaines conditions qui m'obligent à rester dans cet état-là, à cause du jugement et à cause du regard des autres. Alors, en prenant la santé mentale de façon aussi large, j'aimerais qu'on ne la limite pas seulement aux troubles, comme je dis, mais aussi toutes ces possibilités d'aller vers les autres. Et donc, dans le cas de l'albinisme particulièrement, alors je tiens à préciser que j'étais en train de vérifier, on n'a pas de grandes études dessus en Côte d'Ivoire qui nous permettent de donner des tendances. Donc, allez me permettre de parler de ce qu'on a pu observer de notre expérience clinique avec les personnes en situation d'albinisme. Alors, l'une des premières choses qu'on a observées avec les personnes en situation d'albinisme en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a toute la conception du mystique derrière. Donc, en termes de santé mentale, dites-vous qu'une mère qui va mettre au monde un enfant qui sera atteint d'albinisme aura deux tendances. Il y a soit les communautés qui valorisent et il y a des communautés qui discriminent. Pour le moment, dans la pratique, on a beaucoup plus vu de discrimination. Et dans ces cas-là, les enfants sont abandonnés directement à la naissance, parfois tués. Et pour ceux qui ont l'occasion de pouvoir grandir, il y a en réalité cette distance-là. Parce que quand la communauté stigmatise, même si la mère veut, même si les parents veulent, ils sont parfois pas capables de pouvoir bien prendre l'enfant. Ils vont parfois se le surprotéger, ils vont parfois ne pas assez le protéger, ou ils vont carrément, par mécanisme de défense, s'éloigner de lui et faire comme s'il n'y a pas de problème. Alors qu'on sait tous que c'est une condition qui va demander des accommodations, en fonction bien évidemment de la gravité de l'atteinte. Et on va remarquer aussi qu'il n'y a pas parfois de quoi mettre en place des soins, les premiers soins. On va penser à des caprices. On va penser que
c'est fait exprès, parce que la différence n'est pas prise en compte. Et dans les cas les plus graves, parfois, il y a de ce discours du mystique là, c'est qu'on se dit, effectivement, l'enfant est animé soit par un esprit, soit par une entité qu'il faut absolument délivrer. Donc les actes rituels sont énormément pris en compte. Et ils vont advenir de plusieurs manières. Vous allez avoir des sacrifices, vous allez avoir des organes qui sont vendus, vous allez avoir des parties du corps qui sont coupées, ou bien vous allez avoir carrément des enfants qui sont enfermés quelque part et idolâtrés, ou qui sont gardés comme des sortes on va dire quoi, de statues qu'on expose. Et je commence à partir de l'enfance, parce que c'est bien évidemment s'ils sont plus grandis pour ceux qui vivent, mais à l'âge adulte, ça va laisser de graves répercussions. Dans le sens où un enfant qui a été mis de côté, qui n'a pas eu le temps de socialiser avec les autres, qui a été considéré comme quelque chose de rituel, de sacré, n'a pas encore eu le temps de savoir s'appuyer sur son environnement. Et donc, les populations atteintes d'albinisme qu'on reçoit particulièrement de notre côté, sont des populations très fragiles sur le point de vue mental, qui ont assez de difficultés à mettre en place des relations sociales. Effectivement, elles restent compétentes pour les personnes qui ont pu bénéficier d'éducation, mais dans le cas où il n'y a pas assez d'éducation, c'est difficile de s'insérer socialement et professionnellement. Et la perception de la différence fait que certaines personnes et certaines structures se disent que si cette personne est comme ça, alors elle ne pourra pas s'intégrer dans le monde du travail pour des préjugés qui ne sont pas vrais. Et c'est tout le principe d'un préjugé, c'est qu'il n'est pas vrai et porte atteinte à la personne. Et donc, rien que dans la perception sociale de la personne atteinte d'albinisme, elle est perçue comme étant lésée. Alors qu'une personne qui est perçue comme étant lésée risque parfois de l'intégrer, même si ce n'est pas vrai. Il y a cet aspect de répétition, il y a cet aspect d'appui. On est sur une forme de harcèlement en réalité psychologique des personnes en situation de albinisme. Et c'est cette forme de harcèlement psychologique-là qui va beaucoup les marquer au point de faire baisser l'estime de soi, de aussi faire baisser les capacités à se lier aux autres. Et donc, quand il y a toutes ces baisses-là qui sont observées au niveau de l'estime de soi, du lien aux autres, on a des relations qui ne sont pas totalement faciles avec soi-même. Il y a certaines personnes qui développent dans le grand contexte des choses qu'on appelle des autophobies, des peurs d'elles-mêmes. Elles ne sont pas capables de rester avec elles-mêmes parce qu'elles se disent de toute façon, je ne suis pas une bonne personne. De toute façon, on m'a dit la plupart du temps que je ne vaux pas la peine. Et vu que je ne vaux pas la peine, cette impression-là est intériorisée. Ça n'a pas besoin d'être vrai. Mais on me l'a dit. Et si les gens me le disent, pourquoi ils sont beaucoup à me le dire? Et ça, c'est un biais psychologique qui est très fréquent avec les personnes qui sont victimes de harcèlement. C'est un biais qui est très, très fréquent. On va dire, si plusieurs personnes le disent, c'est que c'est forcément vrai. Donc, on va dire que c'est une sorte de biais de consensus. Parce qu'il y a des gens qui l'ont dit, malgré que les preuves sont contraires, on le garde. Et ça va agir dans ce qu'on va appeler l'identité, sous une forme de triangle. Notre esprit a tendance à garder trois grands éléments. On a ce qu'on est capable d'observer en termes d'information, parce que tout le monde ici est capable de se dire, si je vois ça, je peux apprendre de l'autre. Je sais que les gens se sont assis de telle manière, je peux m'asseoir de telle manière. Je sais que les gens partent là-bas pour manger, je peux partir de ce côté pour manger. Ils ont pris des informations là-bas, je peux prendre des informations là-bas. C'est une compétence nécessaire à la survie de l'être humain. On appelle ça les compétences observationnelles. Un deuxième point, quand vous prenez ces compétences-là, il y a ce qu'on appelle les biais de négativité. J'insiste dessus parce que toutes les perceptions négatives qu'on enregistre en vrai sont gardées par le cerveau. Il a une tendance pour le négatif. Donc plus on reçoit d'éléments négatifs, et plus ces éléments négatifs-là sont gardés. Puis il y a ce qu'on va appeler le biais de confirmation. On a tendance à confirmer les impressions qu'on a. Par exemple, si je me dis qu'une personne atteinte d'albinisme est une personne incapable, automatiquement je vais aller chercher quelles sont les incapacités des personnes atteintes d'albinisme, au lieu de chercher quelles sont les capacités. Et donc cela va agir dans ce qu'on appelle l'identité. J'observe des autres qui ont une mauvaise perception de moi, j'ai cette mauvaise perception-là, et donc quand je vais faire mon regard sur moi et mon introspection, finalement c'est ces éléments qui vont remonter, parce que le discours qui est véhiculé n'est pas positif. Et c'est toute là cette dimension de harcèlement psychologique présente auprès des personnes atteintes d'albinisme. Elles sont en réalité victimes de cette perception d'autrui-là. Et donc, pour se défendre, il y a d'autres, bien évidemment, qui vont rester en retrait. Ça, c'est un des mécanismes les plus observés. Mais il y a d'autres aussi qui vont plutôt aller à l'attaque. Et qui dit attaque parle d'une attaque assez frontale parfois. Il y a une défense des droits assez forte, mais elle est proportionnelle au préjudice qui aurait été subi. Donc, il est important de noter qu'en termes de structure psychique, en termes d'attaque mentale et en termes de ce qui va rester sur le plan psychologique,
c'est que les vulnérabilités sont beaucoup plus prononcées dans ce que nous avons reçu, du fait que ces personnes-là sont beaucoup victimes d'un harcèlement psychologique. Et ce harcèlement psychologique-là commence dès lors depuis la famille pour s'étendre à la communauté, puis va se reporter dans la société. Et même quand il n'y a pas de harceleur, même quand il n'y a pas de personne pour faire ce harcèlement-là, ces personnes ont déjà gardé ces voix-là en tête. Un peu comme si elles devenaient leur propre agresseur. Parce que je ne peux pas attaquer les personnes en face de moi pour leur dire effectivement, ça me peine, vu que les discours sociaux est contre. Mais si je ne peux pas attaquer les autres ou l'agressivité pas, et c'est toute cette question-là qui a travaillé dans les problématiques de santé mentale des personnes atteintes d'albinisme qu'on a reçues. C'est comment faire pour les libérer de cette emprise de harcèlement psychologique-là, leur permettre de se réapproprier leur propre identité, de se reconstruire en tant que des personnes à part entière. Parce que c'est vrai, 10 personnes atteintes d'albinisme, c'est un grand thème, mais chacune des personnes est différente, a des capacités différentes, a des degrés de difficulté différents, a un environnement différent. Donc c'est comment se construire à partir de cette différence-là et ne pas seulement rester dans le grand cadre de dire oui, je suis une personne atteinte d'albinisme, mais oui, je suis un être humain avec une particularité de fonctionnement qui mérite aussi d'être traité comme un être humain. Et voici ce que je suis capable d'apporter indépendamment de toutes les difficultés que vous percevez. Je reste quand même quelqu'un qui a des capacités. Et donc, c'est toute la question qui est au cœur de la prise en charge des personnes atteintes d'albinisme. Et c'est ce à quoi nous nous évertuons au sein de Citroteur. Donc, merci à vous pour cette introduction que vous m'avez permis de faire. Allez.